si tu m'y autorises, Bruno, je vais dire un petit mot qui n'est pas directement lié à notre réunion d'aujourd'hui, mais qui concerne la francophonie, la communauté francophone. Peut-être vous le suivez un peu, mais avec quelques membres qui sont présents ici. Nous avons engagé un processus un peu peut-être actif en faveur du multilinguisme au sein de notre organisation internationale de l'ICOM. Alors, ça prend deux formes concrètement. La première, c'est qu'avec quelques collègues, encore une fois ici présents, avec nos amis belges que je ne vois pas à l'écran là, mais avec notre amie Téti de Grèce qui est là, j'essaierai de trouver un peu tout le monde, Rachel Doucet d'Haïti, quelques autres. Nous avons d'abord déposé ce qu'on appelle une recommandation dans l'idée de soumettre au vote des membres de l'ICOM à Prague au mois d'août, ce qui s'appelle une résolution dans notre langage un peu bureaucratique d'organisation, une résolution visant à favoriser l'utilisation du multilinguisme de plusieurs langues de manière beaucoup plus systématique dans les échanges entre nous et au sein de l'organisation ICOM. On part du principe et du constat que on parle de moins en moins finalement nos langues officielles, on n'en parle aucune autre d'ailleurs, et on a un peu tendance à ne parler plus qu'anglais entre nous, ce qui est effectivement commode, une langue de communication qui se répand, mais nous pensons que c'est quand même dans une période aussi importante que celle qu'on traverse dans les musées, aussi tourmentée peut-être aussi dans le monde, à la fois on peut penser aux crises sanitaires, on peut penser aux guerres, on peut penser à tout cela. On est dans une période où on a besoin de penser, d'alimenter une réflexion prospective, et bien évidemment la pensée est plus nourrie, elle est plus riche, elle est plus dense quand on peut s'exprimer dans une langue qui nous est proche, dans une langue qu'on maîtrise. Et donc cet enjeu du multilinguisme nous semble vraiment réactivé dans la période de crise de crise au pluriel que nous sommes en train de traverser. Une autre conviction que nous avons, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que de nombreux comités internationaux de l'ICOM et de membres de l'ICOM n'accèdent pas aux ressources de l'ICOM. Ils restent sur le bord du chemin pour au moins deux raisons. Une qui est qu'ils peut-être ne maîtrisent pas bien la langue que l'on parle le plus couramment, et puis une autre raison qui va avec la première, qui est que ces pays souvent sont aussi ceux qui sont le moins bien dotés sur le plan technique, n'ont pas d'accès au réseau, tout simplement, à Internet, qui quelquefois n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils n'ont pas non plus d'ordinateur, et donc il y a une espèce de cumul d'éloignement linguistique et d'éloignement technique qui fait qu'un certain nombre de comités nous semblent rester sur le bord du chemin et être avec des fractures qui nous semblent s'accentuer par le fait que maintenant, plus ça va, plus on communique avec des moyens techniques. Et ça nous semble devoir être pris en considération, et plus que pris en considération, peut-être mesuré, parce qu'on pense qu'on peut le mesurer, qu'on peut enquêter. Il y a pas, après tout, il y a 130 comités dans ICOM, c'est assez facile de mener enquête auprès de 130 comités pour savoir qui, parmi ces comités, s'estime être dans une situation d'isolement accru depuis que nous communiquons tous sur Internet et dans une seule langue. Et donc, nous avons pour cela déposé une recommandation
qu'on espère transformer en résolution, et puis déposer répondu à l'appel d'offres solidarité du SAREC. Nous attendons la réponse du SAREC, mais on a quand même quelques bonnes raisons de penser que le SAREC sera sensible à l'étude que nous nous proposons, qui est une étude qui vise à quantifier ces problèmes, ces risques, et puis ensuite, les ayant quantifiés, et on va pouvoir commencer parce qu'on est déjà presque 5 ans, quand on les aura quantifiés, peut-être imaginer ce que ça coûterait à l'ICOM, d'aider un certain nombre de pays à se doter de matériel ou de réseau et aider à financer des traductions qui aujourd'hui ont beaucoup baissé parce que traduire sur Internet, c'est beaucoup moins cher que traduire en installant des cabines de traduction. Et puis ensuite, il y a des outils maintenant de traduction automatique qui ont connu des progrès absolument phénoménaux, qui ne cessent de produire des progrès absolument phénoménaux. Et c'est peut-être le moment de montrer qu'on est réactif et de se saisir de ces outils et peut-être même d'aider à les créer. Donc, je voulais vous donner, chers membres francophones de l'ICOM, aujourd'hui présents dans cette réunion pour un tout objectif, proposer de l'entrée en salle d'un maximum de gens pour vous donner cette information et vous dire aussi que nous nous retrouverons, si vous en êtes d'accord, sur ces sujets multilinguisme et francophonie à Prague pour ceux qui pourront venir le 23 août à 14h30 dans une salle qui vous sera indiquée plus tard et que vous pourrez aussi rejoindre sur, évidemment, à distance sur une plateforme. J'en ai fini, chers amis. Venons-en à notre objectif d'aujourd'hui, la définition du musée, vous le savez. Je vais passer très, très rapidement la parole à Bruno Suarez et à Laurane qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui, une fois de plus, puisque c'est la deuxième fois qu'on est réunis avec vous en formation francophone. Je crois qu'il y a également eu une réunion hispanophone et puis plusieurs réunions anglophones. Bruno va nous faire le point où nous en sommes peut-être de l'étape de finalisation de la définition, va nous dire ce qui va se passer dans les semaines à venir jusqu'à ce qu'on aboutisse à une définition qui nous plaira, j'espère, à tous. Et puis, on va rester ensemble pendant un petit moment pour répondre aux questions que peut-être vous vous posez tous les uns et les autres, si vous en êtes d'accord. Donc, Bruno, je te vois, oui. Bruno, est-ce que je peux te passer la parole? Laurane également, qui comprend bien le français, qui dit ne pas le parler, mais je crois qu'elle est modeste. En tout cas, Bruno, cher Bruno, à toi la parole. Je te laisse présenter l'état des choses et je reprendrai la parole après pour te dire où nous en sommes du questionnaire français. À toi, Bruno. Très bien. Hold on. And Claude, can you please let me to be able to share my screen? Ah, okay. She has it. Ah, c'est parfait. D'accord. Merci Antoine. Merci Juliette. Nous sommes ici, comme vous avez dit, pour présenter un petit peu l'état des choses dans la consultation 4 de l'ICOM Défine, qui est le comité permanent pour la définition du musée de l'ICOM. Donc, Laurent et moi, nous avons organisé cette petite présentation. Ce sont simplement quelques minutes et après ça, on va présenter les 5 propositions de définition pour vous, si vous n'avez pas encore lu les propositions. Mais de toute manière, je voudrais commencer à dire un grand merci à Juliette et à tous les membres et surtout les membres du bureau de l'ICOM France pour organiser ces petits webinaires. Et vous rappeler que, comme disait Juliette, on a essayé pendant tout ce processus, dans chaque étape, d'organiser des webinaires en 3 langues. Donc, on a eu, dans ces consultations, on a déjà organisé un webinaire avec l'ICOM Ethics, les IC Ethics, les comités d'éthique de l'ICOM en anglais, dans lesquels beaucoup de comités internationaux ont participé. Et on a aussi un autre petit rencontre avec le comité hispanophone organisé par l'ICOM LAC et par ma collègue Laurent. Et maintenant,
nous sommes très heureux d'être ici essayant de parler en français avec vous sur ces processus. Et je suis content de voir que nous sommes plusieurs ici et il y a beaucoup d'entre vous. Il y a de membres des différents comités. Je vois des présidents des comités nationaux et internationaux. Ça, c'est très important pour nous, mais aussi d'autres membres et surtout, et je vais souligner ça, des membres francophones des Licondéfines qui ont participé de manière vraiment active pendant ces processus, surtout dans les derniers mois dans lesquels nous avons travaillé dans la proposition des 5 définitions en 2-3 langues. Alors, je vais commencer pour vous dire, pour profiter de cette occasion, pour remercier tous les comités qui ont déjà participé jusqu'au présent pour leur coopération dans les processus. Ça, c'est très important pour nous parce que tout ça qu'on va montrer aujourd'hui, c'est les résultats d'un processus qu'on considère vraiment participatif et transparent. Cette consultation, la consultation 4, elle est reflet de cette participation et surtout des mots et concepts clés que les comités ont présentés et évalués lors des consultations précédentes, surtout la consultation 2, dans laquelle vous avez proposé des concepts clés, et après ça, dans la consultation 3, où ces concepts ont été évalués. Donc, grâce à votre participation très active tout au long de ces processus, nous sommes arrivés à cette point. Alors, les propositions des définitions qu'on va présenter aujourd'hui sont fondées sur les données reçues et reflètent les choix effectués par les comités au cours de différents cycles de consultation selon une méthodologie participative. C'est une méthodologie qu'on a présentée à vous en décembre des 2020. Et jusqu'à ce moment-là, presque 2 ans après, nous sommes encore travaillant ensemble pour la définition du musée. Alors, si votre comité n'a pas pu participer jusqu'à présent, il est encore temps pour vous d'y prendre part. Et c'est important de savoir que tous les comités, même si vous n'avez pas participé dans les consultations précédentes, vous pouvez maintenant voter. En fait, vous devez, si vous pouvez, voter pour dans la préférence des les définitions qui ont été proposées dans cette consultation 4. Donc, c'est très important la participation de ces membres et de ces comités qui n'ont pas encore s'engagé dans ce processus. On peut avancer pour les prochains slides, s'il vous plaît. Les prochains, oui. Non, je pense que vous avez passé un slide, Claude. L'intérieur, s'il vous plaît. Oui, non, l'intérieur. Je ne sais pas si je peux le... Ah, oui, oui. Là. Merci. Merci. Alors, nous agissons ensemble dans ces processus en route pour une nouvelle définition du musée. Nous sommes très heureux de dire que déjà 116 comités d'ICON entre des comités nationaux, les comités internationaux, mais aussi les alliances régionales et les organisations affiliées. On a eu un numéro de plusieurs comités d'ICON du monde entier qui ont participé activement au processus d'élaboration d'une nouvelle définition du musée. Nous arrivons maintenant à la consultation 4, qui c'est l'occasion pour les membres, par les biais de leur comité, de classer les 5 propositions. Je vais expliquer exactement comment ce processus a été proposé. Les prochains. Oui. Alors, on a ici toutes les étapes qui nous avons menées à ce moment-là dans la consultation 4. Nous sommes ici dans la marque rouge, la consultation 4, mais avant ça, on a eu d'autres consultations. La première, qui n'est pas marquée ici comme consultation, mais c'est le processus de rassembler les termes et concepts clés. Ça a été la consultation 2, dans laquelle tous les comités ont proposé des termes et concepts clés importants pour ces comités qui vont traduire les plus importants éléments d'une définition du musée pour les siècles actuels. Et après ça,
dans une autre consultation, la troisième consultation, les comités ont été invités à évaluer les termes qui ont été proposés. Donc, à partir d'une sélection de termes qui a été très, très vaste, on a reçu environ presque 200 termes en général, et ces termes ont été évalués dans la consultation 3 par ces mêmes comités. Après ça, une analyse indépendante et externe à l'ICOM a été organisée, ce qui a été très important pour nous parce que l'analyse des données qui ont été collectées dans les premières consultations a été faite de manière externe et indépendante par des membres qui ont été invités à nous aider dans ces processus à partir d'une vision des spécialistes d'analyse des données textuelles. Donc, cette analyse nous a amené à savoir quels étaient vraiment les concepts et clés les plus importants pour les membres de l'ICOM, mais aussi quelles sont les préférences d'utilisation de ces concepts. Ça veut dire quelles sont les dimensions dans lesquelles ces concepts et ces termes peuvent être utilisés dans les cadres d'une définition. Donc, à partir de ces processus, qu'est-ce qu'on fait en termes de comité pour la définition des musées? À la suite de la réception du rapport de la consultation 3, l'ICOM-DEFIN s'est divisé en 5 groupes composés des 4 membres issus des milieux d'origine régionale et des expériences professionnelles différentes. Donc, c'est important de considérer que l'ICOM-DEFIN a 20 membres des différents niveaux de spécialité, des différentes spécialités dans le monde du musée, des professionnels des musées, des muséologues et beaucoup de gens qui ont des expertises pour travailler dans cette définition des musées. Donc, on a nous divisé dans 5 groupes de 4 membres selon lesquels notre diversité a été considérée, notre diversité d'origine géographique, mais aussi notre diversité professionnelle. Alors, Bruno, maybe you can mention that each group had one French speaker. We split the French speaker. Exactly. Thank you, Laurent. Ça, c'est très important parce que chaque groupe, on a encore organisé ces groupes selon les diversités des langues. Donc, chaque groupe entre les 5 ont être prévu avec un membre francophone. Donc, c'est très intéressant parce que je vais parler aussi sur les processus de traduction de ces 5 propositions. Et nous avons ici des membres qui ont représenté ces membres francophones dans les groupes de traduction. Donc, j'espère qu'on va avoir des commentaires et des suggestions sur les traductions. Donc, c'est important que nous soyons ici avec d'autres membres qui peuvent nous aider à répondre à vos questions. Donc, à partir de ce processus qui a considéré des questions linguistiques aussi, toutes les propositions ont été élaborées par les groupes en tenant compte des commentaires fournis par l'ensemble du comité. Alors, pendant une période de 3 mois, on a nous rencontrés dans les groupes, mais aussi à chaque moment et plusieurs fois, nous avons aussi nous rencontrés dans les groupes complets de tous les membres de l'ICOM-DEFIN pour discuter les difficultés, mais aussi les propositions méthodologiques pour se présenter, pour transformer les termes et toutes les données accumulées dans les étapes antérieures dans des propositions de définition de musée. Alors, qu'est-ce qu'on a considéré dans les processus? À partir de la proposition des groupes, les groupes ont considéré les données reçues lors des consultations. Ça a été le plus important de respecter la fréquence des données dans les recherches qui a été analysée par les analystes externes, comme je disais. Les aspects juridiques aussi, c'est important que dans l'ICOM-DEFIN, on a une représentante de l'ICOM LIAC, c'est le comité permanent pour des questions juridiques. Donc, les aspects juridiques ont été considérés. Les spécificités culturelles, si un terme fonctionne ou ne fonctionne pas dans quelques réalités culturelles entre les différentes réalités représentées dans l'ICOM, et aussi les problèmes des traductions concernant les termes spécifiques et la syntaxe dans les 3 langues officielles de l'ICOM. Bien sûr qu'on a aussi considéré des différentes langues parce que les représentants des différents comités sont là dans l'ICOM-DEFIN, mais surtout les processus de traduction a été considéré dans les 3 langues de l'ICOM.
Toutes les propositions accordent une priorité aux principaux termes évalués lors de la précédente consultation, ce qui explique quelque chose que vous pouvez questionner, c'est la similitude reflétant les notions communes qui unifient la communauté de l'ICOM. Donc, on a travaillé, bien sûr, avec les termes qui ont été plus évalués, qui ont été plus fréquents dans la consultation 3. Et pour cette raison, les propositions vous présentent les mêmes termes dans différentes interprétations de ces groupes. Sur les processus encore, les propositions ont été rédigées en anglais originellement et les traductions ont été développées par les sous-groupes en français et en espagnol. Et après ça, on a préparé des questions et on a discuté dans les groupes complets. Donc, ça a été un processus très détaillé, mais nous sommes bien sûr très conscient que le processus n'est pas fini, qu'on a encore du travail à faire dans les propositions. Et c'est pour ça que la consultation 4, c'est très important pour nous, pour vraiment vous écouter, pour vraiment considérer les commentaires et pour vraiment adapter ces propositions pour les prochaines étapes. On peut avancer. Oui. Alors, la suite. À partir de ce moment-là, l'ICOM-DEFIN travaillera à partir du 10 avril, en fait, quand on va fermer la consultation 4, l'ICOM-DEFIN va travailler avec les propositions les mieux classées qui seront présentées donc les 5 mai lors d'une réunion préliminaire du conseil consultif. Donc, vous pouvez déjà marquer dans votre agenda que le 5 mai, on va avoir un conseil consultif, une réunion du conseil consultif. C'est une réunion préliminaire exclusivement pour discuter les propositions les mieux classées dans la consultation 4 avec peut-être de révisions à partir de vos commentaires. C'est un moment très important pour nous parce que dans ce conseil, ça va être l'opportunité de discuter encore les 2 ou 3 propositions qu'on va retenir par cette rencontre. Et après ça, les représentants de chaque comité, comme dans les votes dans une assemblée générale de l'ICOM, les processus de vote va avoir lieu en ligne pour savoir quelle est la définition préférée. Et cette définition, à partir de ce moment-là, sera soumise au conseil d'administration de l'ICOM. Finalement, lors de l'Assemblée générale extraordinaire à Prague, un vote final pour la nouvelle définition du musée de l'ICOM aura lieu. Donc, c'est ça les processus qui va encore être organisé et proposé à vous. Et on espère vraiment que la consultation 4 est le moment le plus important dans ce processus pour arriver à des propositions qu'on espère avoir 2 propositions, au maximum 3 propositions pour les conseils consultifs dans un débat, que ce sera un débat ouvert. Régine Schuss va modérer ce débat. Laurent et moi, nous serons là pour présenter les propositions, mais c'est en fait un débat qui va être modéré par Régine avec tous les représentants des comités pour vraiment arriver à une proposition finale pour les conseils d'administration et finalement pour les votes à Prague. On avance, les prochains. Oui. Alors, les réponses que nous recevons en consultation 4, c'est qu'on espère dans la consultation 4, c'est le moment où les comités doivent classer les 5 propositions par l'ordre des préférences. Donc, ce n'est pas un vote seul dans une définition, mais c'est vraiment un processus de classement des 5 propositions par ordre des préférences. Pour leur première sélection, les comités peuvent proposer une modification d'un mot ou d'une phrase. Donc, il y a l'opportunité de faire des commentaires pour la première option, mais les suggestions dans ces cas ne peuvent pas être faites qu'en utilisant les mots ou phrases des autres propositions. Car ce sont les termes qui sont là sont déjà les termes qui ont été évalués dans la consultation 3. C'est pour ça que dans ces moments-là, aucun nouveau terme ne peut être proposé à ce stade. Pour raison, bien sûr, que les termes qui sont là ont été déjà évalués. Les comités auront également la possibilité, par le biais d'une zone de texte, de justifier pourquoi ils n'ont classé leurs 5
le cinquième choix en dernière position. Pourquoi ça? En fait, on va vraiment savoir s'il y a quelques grands problèmes avec une des propositions qui a été bien évaluée par d'autres comités, et si un comité veut expresser qu'il est absolument contre une définition et bien sûr expresser les raisons, nous sommes vraiment intéressés en savoir quelles sont ces raisons. Donc, c'est pour ça qu'on a les possibilités des commentaires pour la première choix, mais aussi pour la cinquième et la dernière position. Les comités peuvent proposer une traduction alternative en espagnol ou en français. Comme je disais, c'est possible, bien sûr, en raison du travail qui a été fait en anglais originellement, et les traductions ont été faites dans les groupes individuels. C'est possible encore de faire des commentaires, de proposer, et on va évaluer, bien sûr, avec, par exemple, si vous avez une proposition, c'est l'e-conférence a une proposition des mieux traductions pour une définition, une proposition, on va bien sûr rapporter ça au groupe de traduction. Tous les membres francophones vont évaluer si la recommandation, si la proposition du comité est valide. Dans ce sens aussi, les commentaires récurrents peuvent influencer les propositions finales qui seront soumises au conseil consultif. Ça veut dire que si seulement un comité fait une proposition de changer en termes spécifiques, mais tous les autres comités veulent maintenir la proposition comme elle se présente maintenant, on ne va pas bien sûr changer les mots comme ça. On va changer, on va accepter les recommandations des adaptations dans les propositions seulement s'il y a plusieurs comités qui proposent la même chose. C'est pour cette raison aussi que c'est important et c'est possible des comités de travailler ensemble pour nous proposer des choses qui se présentent comme importantes ou nécessaires pour un groupe spécifique des comités. On peut avancer. Finalement, avant de vous présenter les 5 propositions, je vais dire que l'Icondefin a des compromis qui sont très importants pour nous et qui on veut emphasiser encore dans ces moments-là et qui ont été déjà des valeurs importantes pour notre groupe depuis dès le moment où nous avons présenté notre méthodologie. L'Icondefin s'engage à la transparence. Donc, tout au long du processus, nous avons continuellement informé à tous les membres et surtout à tous les présidents et secrétaires des comités sur les processus qui se développent, soit dans l'espace membre, sur les sites web de l'ICOM ou en autres canaux, mais aussi en répondant directement aux comités que nous avons contactés. L'Icondefin s'engage également à être inclusif en s'adressant continuellement aux nombreux comités, en encourageant et en facilitant les participations afin d'assurer une représentation géographique, mais aussi linguistique dans ces processus importants. Et je voudrais dire, par exemple, que dans tous ces processus, on a essayé de contacter les comités qui ne participaient pas. Par exemple, dans la consultation 3, on a manqué la participation des comités africains et aussi de quelques comités francophones d'Afrique. Et pour cette raison, nous avons organisé, avec les supports très importants de Chadlia, qui est là, un webinaire orienté vers ces comités. Et ça a fait un très, très grand changement. Il a engagé ces comités africains dans les processus de consultation 3 et on espère aussi dans la consultation 4. Donc, nous sommes toujours très préoccupés avec la participation des comités et d'une manière très active, tous les membres de l'Icondefin sont engagés de vraiment parler avec notre collègue de l'ICOM pour envisager leur participation. L'Icondefin reste à l'écoute de vos commentaires à tout moment et vous êtes bienvenus pour nous contacter. Nous répondons toujours aux mails de training, ces mails-là que vous pouvez voir dans vos écrans, qui c'est notre principal canal de communication directe avec les comités. Il y a plusieurs de présidents, mais aussi des secrétaires des comités qui ont été à nous contacter, ou même des membres individuels, et nous sommes toujours disponibles pour vous répondre, mais aussi pour considérer vos commentaires sur les processus.
Alors, finalement, et les plus importants, je vais lire les propositions, les 5 propositions qui sont présentées à vous dans les 3 langues. Bien sûr que je vais lire seulement les français, mais de toute manière, les traductions sont là et tous les comités ont déjà reçu un PDF avec les propositions dans les 3 langues pour leur considération et pour leur travail avec les membres. Alors, la proposition 1 dit qu'un musée est une institution accessible, inclusive, à but non lucratif. Il suscite découvertes, émotions, réflexions et pensées critiques autour du patrimoine matériel et immatériel. Au service de la société et en partenariat actif avec diverses communautés, les musées effectuent des recherches, collectent, conservent, exposent, éduquent et communiquent. Ils opèrent d'une manière professionnelle et éthique, promouvant durabilité et équité. La proposition 2, les musées est une institution permanente à but non lucratif, accessible au public et au service de la société. Il collecte, conserve, interprète et expose les patrimoines matériels, immatériels, culturels et naturels d'une manière professionnelle, éthique et durable à des fins de recherche, d'éducation, de réflexion et de plaisir. Il communique d'une façon inclusive, diversifiée et participative avec les communautés et les publics. La définition 3, la proposition. Un musée est une institution permanente à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'exposition et la diffusion du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, il est accessible, inclusif et encourage la diversité et la durabilité. Les musées fonctionnent avec professionnalisme et selon des critères d'éthique en collaboration avec les communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement et d'accroissement des connaissances. La 4. Un musée est une institution inclusive à but non lucratif ouverte au public qui effectue des recherches, collecte, préserve, expose et communique les patrimoines matériels et immatériels, favorisant les réflexions critiques sur la mémoire et l'identité. Les musées sont au service de la société, ils offrent des expériences d'éducation et de partage des connaissances. Dynamisés par des initiatives communautaires, ou élaborer un partenariat avec leur public, les musées peuvent prendre des formes variées, encourageant l'accès équitable, la durabilité et la diversité. Et finalement, la 5, un musée est une institution à but non lucratif, ouverte et accessible qui effectue des recherches, collecte, préserve, expose, communique les patrimoines matériels et immatériels de la société et de l'environnement au profit de tous. Les musées s'engagent à respecter des pratiques éthiques et durables. Ils opèrent de manière inclusive et professionnelle afin de susciter de l'émotion, contribuer à l'éducation et encourager la curiosité et la découverte. Alors, ce sont les 5 propositions. Je suis certain que vous avez des commentaires et je suis aussi certain qu'on va écouter déjà des résultats, des possibles résultats à partir de l'enquête qui a été réalisée par l'E-Confrance. Je suis bien sûr curieux de savoir à partir de ce que Juliette va nous présenter, mais je vais vous dire que c'est un grand plaisir de continuer à travailler ensemble avec vous pour parvenir à une proposition de définition. Ce processus n'est pas fini, donc votre participation est très importante pour nous et nous serions ravis d'entendre vos questions et commentaires. Merci beaucoup. Juliette, je vous passe la parole. On n'entend pas, Juliette, vous êtes notée. Vos micros. Juliette.
On ne peut pas vous... Excusez-moi, alors je remerciais, d'accord, je d'accord. me répète, je remerciais Bruno. Je crois que la présentation est très claire. On est presque 80 en réseau, donc il y avait une attente autour de ce moment d'échange. Il y a une main levée depuis un petit moment, donc peut-être Jean-Baptiste, je vais vous passer tout de suite la parole, puisque je vois que vous avez levé la main. Puis ensuite, je dirai un petit mot de là où on en est. Chacun dira un petit mot de là où il en est s'il le veut. Jean-Baptiste, je vous passe la parole. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Juliette. C'était une simple erreur de ma part de manipulation, mais ça me permet de remercier cette présentation qui était effectivement très claire. D'accord. Bon, y a-t-il d'autres erreurs de manipulation de gens qui voulaient lever la main et l'ont pas fait? Parce que ça peut exister dans les deux sens. Non, voilà, je crois que c'était du coup important qu'on ait ce temps d'échange. Je voudrais pas être la seule à présenter un peu nos résultats, mais je lance cela. Et puis ensuite, je pense que ce qui est intéressant, c'est que si vous le voulez, vous puissiez discuter et poser des questions. Et puis, peut-être Chélia et moi, qui sommes aussi membres du groupe DeFi, on peut apporter quelques commentaires à la méthodologie, mais je crois que ça a été très bien présenté. Moi, je voulais vous dire que nous, Ecom France, on a relancé un questionnaire complet. Ce n'est pas ce que tous les pays ont choisi de faire, hein, puisqu'on était assez libre de notre méthodologie. Mais on a relancé un questionnaire qui sera clôturé lundi prochain. Je crois que c'est le 28 mars. On a laissé à peu près un mois à nos membres pour répondre. Et on est assez agréablement surpris du nombre de réponses, puisque à la date d'aujourd'hui, 190 membres d'Ecom France ont répondu, ce qui est plutôt plus qu'aux deux consultations précédentes. On était plutôt autour de 160, donc ça indique pour le moins qu'il n'y a pas une perte d'intérêt pour le sujet de la définition. Je ne sais pas, peut-être d'autres parmi vous témoigneront de ce qui s'est passé dans leur pays, si vous le voulez bien. Alors, on n'a pas tout à fait fini le questionnaire, on va le relancer, donc ça peut changer peut-être d'ici lundi prochain. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces 190 personnes, il y en a nettement plus de la moitié, il y en a presque, un peu moins de la moitié, pardon, qui ont apporté des commentaires à leurs réponses et qui ont apporté des commentaires qui vont nous être très utiles en fait pour la remontée des informations. Ce sont des commentaires qui portent sur les mots. Sur les mots qui sont proposés dans la définition. Je vais vous les redonner un peu. Et bon, vous constaterez, chers amis francophones, que c'est conforme à ce qu'on peut penser un peu que nos collègues français pensent. Mais je vous donne quand même, pour ne pas faire durer le suspense trop longtemps, un peu comme ça, le classement à la date d'aujourd'hui. C'est la proposition qui sort en premier. La mieux classée, en fait, c'est la proposition 5, ce que je trouve un peu étonnant, mais voilà, elle sort comme meilleure classée et juste suivie par la proposition numéro 2, mais vraiment à un poil près. Donc, les classements d'ici lundi peuvent peut-être encore un peu s'inverser. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Chélia, puisqu'elle sait que sur ces propositions 2 et 5, on a toutes les deux plus travaillé peut-être que d'autres. Les mots, les commentaires que nous avons... alors, la proposition la moins bien classée, je la donne aussi à ce stade, c'est la proposition numéro 4. Je ne vous les relis pas, hein, je vous le dis. Pour information, regardez avec les documents qui vous ont été envoyés. Si vous en avez besoin, on vous les renverra bien évidemment. Alors, dans les choses qui sont vraiment intéressantes dans ce que j'ai trouvé dans les commentaires,
il y en a quelques-uns qu'on connaît, que j'ai porté plusieurs fois dans le débat de Define. Par exemple, le terme de communauté est mal compris en France. En tout cas, il a un sens très particulier en France. Ce n'est pas qu'il est mal compris, c'est qu'il a un sens très particulier. Et donc, finalement, sans surprise, il apparaît, il y a de nombreuses personnes qui demandent qu'on le change, qu'on le remplace par public, qu'on le change. Donc, on va remonter cette information. Il faudra la sortir d'une explication sur le caractère très politique de ce mot dans le vocabulaire français. Agnès, je vois que tu lèves la main, je te la passerai naturellement. Ensuite, le mot d'inclusif, c'est un peu pareil, on en a discuté souvent dans nos discussions et peut-être pour moi sans surprise, donc je suis juste confortée dans mes prises de position dans le groupe. C'est un mot que en France, on a du mal à distinguer de accessible, on a l'impression que c'est un peu un mot à la mode, un mot qui est fait est un peu fait pour se payer de mots, comme on dit en France, pour se bercer. Mais au fond, je regrette une petite chose, c'est que l'AMSTI, qui est aujourd'hui représentée par Alexandrine, que je remercie d'être là, considérant qu'Agnès représente peut-être le muséum, c'est un mot sur lequel l'AMSTI, l'Association des centres de culture scientifique et technique, des musées organise un débat dans quelques jours. Malheureusement, je pense que nous ne pourrons pas nourrir le comité Define du débat que vous organisez, mais je crois que c'est important quand même de le dire. Autre mot important, moi j'ai beaucoup poussé à ce qu'on utilise le mot émotion. Certains s'en souviendront. Il se trouve au moins 2 personnes qui disent c'est trop aléatoire, c'est trop ambivalent, il faut garder le mot de plaisir, etc. Que moi, je crois à une mauvaise traduction de enjoyment. Et puis, personnellement, je pense, mais enfin, je n'ai pas à vous donner mon avis, que le plaisir est un mot que, par exemple, les personnes qui visitent des musées de mémoire ont du mal à utiliser, donc il faut qu'on en parle. En revanche, il y a des choses qui apparaissent vraiment importantes dans ce que je lis, c'est par exemple que le mot permanent soit dans toutes les définitions qui sont proposées. Pour nous, un musée, ce n'est pas une institution, comment dire, aléatoire et éphémère, c'est une institution vraiment permanente et on pense que ce mot a peut-être été mal compris pour n'être pas plus plébiscité parce que ça nous semble à tous tellement évident que conserver du patrimoine, c'est quelque chose qui évidemment ne s'ouvre pas un jour pour se fermer le lendemain et que nous avons dans notre responsabilité le fait de justement conserver. Et ce mot a été plébiscité alors que vous vous en souvenez peut-être, les collections, la conservation étaient un peu passées au second plan dans la définition qui avait été proposée en 2019. Je dis ça avec prudence pour lancer un petit peu la discussion entre nous, pour que d'autres apportent leurs commentaires ou posent leurs questions. Encore une fois, il reste presque une semaine, donc ça peut modifier la donne, bien sûr. Peut-être aussi, d'ailleurs, ce débat d'aujourd'hui peut modifier un petit peu la donne. Maintenant, c'est à vous peut-être de prendre la parole. Je la passe à Agnès Parent, en tout cas, qui est directrice des publics au Muséum national d'histoire naturelle et qui, vous vous en souvenez peut-être, nous avait accueillis sur la discussion que nous avions organisée en mars 2020 à Paris, qui s'appelait, je ne sais plus comment on l'avait appelé exactement, sur la définition du musée, de quoi musée est-il le nom, je crois qu'on l'avait appelé. Voilà, à toi Agnès. Oui, merci Juliette, mais bon, tu as très bien présenté les mots sur lesquels je voulais insister au nom du muséum et puis plus largement aussi au nom de l'AMSTI, mais ce serait Alexandre de compléter. C'est une notion de permanent qui est vraiment importante, qui manque à certaines définitions, entre autres à la définition 5, si je me souviens bien. Et puis, bon, la notion d'inclusion je pense, a beaucoup évolué, comme tu disais, en France, et je pense que c'est une notion à travailler, à creuser. C'est pour ça que, suite à Excite, enfin, en partenariat aussi avec Excite, on va réfléchir sur ce terme-là. Comme tu dis, ça ne va peut-être pas aider à cette réflexion. Après, la question de communauté, et ça, par rapport au muséum
et musée de sciences, musée d'histoire naturelle, se pose tout le temps la définition et peut-être le risque si on dit qu'on élabore les contenus avec les communautés. Bien sûr qu'il faut laisser une place aux communautés. Bien sûr qu'au muséum, on fait des sciences participatives et de la recherche participative où on co-élabore des sujets de recherche avec les communautés, avec différentes communautés. Mais se pose tout le temps la question du positionnement d'un discours que la recherche peut nous donner sur un sujet, que la recherche et la science, avec toutes ces incertitudes, peut nous donner sur un sujet à tenter, et un discours d'une communauté sur ce même sujet. Et c'est ça qui, au muséum, en tout cas, nous pose question dans les définitions où le terme communauté et co-conception avec les communautés nous pose souci. Même si, bien sûr, il faut aller vers plus d'inclusivité, plus de travail. Voilà, on travaille beaucoup, nous, avec les savoirs locaux, vous savez, pour travailler sur les sujets de recherche. Beaucoup de chercheurs travaillent sur ces sujets-là avec les communautés pour définir le savoir. Mais globalement, est-ce que, derrière communauté, peut y avoir plein de choses. Et je ne sais pas, par exemple, la communauté des personnes qui pensent que voilà, la Terre est plate ou qui défendent des thèses créationnistes, dans une définition comme ça, est-ce qu'ils n'auraient pas leur place aussi? Est-ce qu'un musée qui présente une thèse créationniste par rapport à la théorie de l'évolution, en fait, ne pourrait pas avoir sa place? Donc, c'est un peu ça qui encore, je pense, parce qu'on ne définit pas en France, également, comme tu disais, Juliette, le terme communauté comme on le définit aux États-Unis. Voilà, c'était un peu la réflexion par rapport à ces termes. Mais je ne sais pas, je trouve ça tout à fait intéressant qu'on échange. On a déjà beaucoup échangé avec nos collègues nord-américains, anglais et australiens sur le sujet. Mais ce n'est pas nier non plus de travailler avec les publics et de co-construire avec les publics. Mais peut-être pas tout au même niveau de discours. Merci. Merci beaucoup vraiment de ton commentaire, Agnès. Je crois qu'on en a déjà débattu il y a quelques jours. Donc, je pense que tu touches des points qui sont extrêmement importants. On voit bien au-delà du sens des mots, que l'effet traduction, on parlait tout à l'heure du plurilinguisme, de choses comme ça, on voit bien à quel point nous avons toujours besoin de travailler sur les mots dans leur contexte, parce que voilà par exemple ce mot dont on sait qu'il pose problème, parce qu'en France on est marqué par ce qu'on appelle le communautarisme, on en a suffisamment discuté, qui évoque des prises de position très très liées aux religieux. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas aux États-Unis, on le sait bien. Et on n'a pas trouvé de mots, qui finalement allaient plaire à tous. Et on voit bien que quand on travaille sur une définition, eh bien, il y aurait peut-être à inventer des mots qui reprendraient des concepts un peu neufs. Il n'y a pas de mots neufs dans cette définition, on le voit bien. Elles sont, à mon avis, assez consensuelles, mais voilà, je pense que c'est important de le souligner. Alors, j'essaye de revoir le bon ordre des prises de parole, puisque j'en ai plusieurs. Il y a Jean-Baptiste, je crois qu'il y a la personne qui s'appelle Marie Niel dans le voilà. Ensuite, j'ai noté Marie Clarté et ensuite Alfredo Vega. Je ne sais pas si je vous passe dans le bon ordre, mais voilà, on va prendre cet ordre-là. Jean-Baptiste. Merci Juliette. Alors effectivement, moi je voulais dire que je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, Juliette, et ce que dit Agnès sur le mot communauté, qui effectivement… C'est Lucie Marinier. Ah, c'est Lucie Marinier, pardon. Et puis Michel Rivet. Qui est ce mot qui est effectivement compliqué, mais au-delà, je voulais aussi faire remarquer, enfin je pense que tout le monde l'a en tête, mais c'est quelque chose qui je crois est important, c'est de se souvenir que la définition du musée, elle est complexe pour deux raisons. C'est qu'une définition du musée, surtout à l'échelon mondial comme nous ambitionnons de le faire, c'est un point d'équilibre. C'est un point d'équilibre, c'est-à-dire que dans cette définition doivent pouvoir se reconnaître
tous les musées. C'est-à-dire, on parle évidemment des muséums, on parle des musées de société, mais ça compte aussi sur les musées, je ne sais pas, les musées de sites, etc., les musées de l'histoire de la médecine, les musées d'archéo, les musées d'ethno, etc. Donc, tous les musées doivent pouvoir à la fois s'y retrouver, mais d'un autre côté, l'autre point, l'autre béquille de ce point d'équilibre, c'est que ça ne doit concerner que les musées. C'est-à-dire que certaines définitions, certaines tentatives de définition qui pourraient paraître trop englobantes pourraient se retrouver à englober ce que font les bibliothèques patrimoniales, ce que font les services d'archives. Et c'est en ceci qu'à mon avis, l'exercice est complexe. C'est qu'il faut à la fois réussir à intégrer tous les musées, mais à rester au niveau des musées. Pardon, je coupe à chaque fois et du coup, je ne remets pas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être, Bruno, tu seras tenté de répondre tout à l'heure. Est-ce qu'on pose plusieurs questions avant d'apporter des réponses? Oui, je pense que bien sûr, il y a des questions qui sont plutôt liées à la traduction, mais seulement pour faire un commentaire sur la question de Jean-Baptiste. On a discuté beaucoup la question de la spécificité du concept des musées et comment une définition peut vraiment traduire cette spécificité. Et je me rappelle que dans nos discussions, quelque chose qui a été très clair pour nous, c'est que ce n'est pas un terme ou deux termes qui vont définir quel est le musée, mais tous les contextes qu'il y a décrits dans une définition. Donc, c'est la combinaison de termes. Et c'est pour ça qu'on a, dans une majorité dans notre comité, on a décidé que les définitions qui sont été présentées sont vraiment. Bien sûr qu'ils ont des variétés d'ouverture. Je ne sais pas si je peux expliquer exactement comme ça en français, mais il y a des différents degrés d'ouverture dans le champ de la définition. Qu'est-ce que peut être un musée? Il y a des définitions qui sont plus fermées et d'autres qui sont plus ouvertes, mais d'une manière générale, on entend que les termes qui ont été combinés là sont des termes qui se réfèrent à des institutions qui s'identifient comme musées. Je ne sais pas s'il y a d'autres, peut-être Marie-Claire pourrait préciser des questions de traduction. Je vois par exemple qu'il y a des questions dans le chat sur les termes operate et fonctionne. Et je vais laisser les questions sur les traductions pour les francophones, bien sûr parce qu'on a beaucoup de membres ici qui ont participé directement dans le sous-groupe des traductions. Merci. Oui, merci beaucoup, Bruno, pour cette réponse. Marie-Claire, je te passerai la parole, bien sûr, tu répondras peut-être à Bruno. Je passe la parole à Lucie Marinier maintenant et Michel Rivet. J'ai vu aussi que tu souhaitais poser une question. Lucie, j'ai noté Lucie, Marie-Claire, Michel Rivet, Rachel Doucet et Alfredo Vega après Lucie Marinier, pardon. D'abord Lucie, après Alfredo. Bonjour, toujours sur cette question du terme communauté qui en soi, moi, ne me semble pas poser problème s'il est associé à un autre terme qui est celui de groupe social. Puisque, et c'est là où c'est pas seulement, je pense, complètement un problème de traduction, c'est aussi un problème de tradition épistémologique entre le monde anglo-saxon et je dirais la vieille Europe pour faire simple, c'est que la communauté renvoie à une définition ethnologique en réalité et pas forcément objectivable, mais qui est de l'ordre de l'appartenance ou du refus d'appartenance, ou en tout cas d'un groupe donné et délimité. Qui se définit par des logiques d'appartenance, alors que le groupe social est une dimension objectivable, ou en tout cas par des éléments statistiques ou de recherche. La difficulté, c'est qu'il me semble que la mission du musée, c'est de s'adresser aux deux, là où dans la culture épistémologique anglo-saxonne, en fait, le terme communauté regroupe les deux. Par exemple, il y a le groupe social des chômeurs, ou le groupe social des jeunes ou des lycéens qui en soi ne sont pas forcément des communautés parce que ces individus, les individus qui composent ce groupe social peuvent d'abord être partant d'autres groupes sociaux et pas seulement de celui-là, et pas forcément dans une logique d'identification et de reconnaissance. Et c'est là où je pense que ça coince aussi dans nos têtes et nos esprits, c'est qu'en France, on a tendance à considérer ces deux types d'appartenance et de groupes, une appartenance objectivable et l'autre qui est une appartenance subjective.
Merci Lucie. Je pense que Chélia aura envie de répondre à cette remarque peut-être. Marie Clarté, je pense que c'est ton tour. Ou alors c'était peut-être d'abord… Alors, Alfredo, peut-être d'abord vous vouliez réagir maintenant, Alfredo? oui, c'est pareil. Hein. Chélia, tu peux attendre une minute? Je passe à Alfredo Non. et je te passe après. Mais je crois que c'était moi avant. Ah bon, alors vas-y. Excuse-moi, Je suis j'ai désolée. noté, mais Pardon, Alfredo. peut-être… Oui, et en plus, je dois dire que… Excusez-moi pour cette Non, c'est compliqué. présidence de séance confuse. Je voulais dire que d'abord, j'ai beaucoup apprécié la remarque qui vient d'être faite et qui, je crois, d'une certaine manière, met des mots sur quelque chose autour duquel nous avons tourné indéfiniment dans nos discussions, puisque je fais partie avec Juliette du groupe Define, et que je suis très sensible à votre proposition de terme de groupe social, même s'il a l'inconvénient que vous donniez, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous nous permettez de nous rapprocher de quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Ce que je voulais dire, je voulais revenir aussi sur cette question de inclusif. Et j'aime aussi beaucoup la réflexion d'Agnès Parent autour de cette question-là. Je crois que ce que nous avons essayé de faire rentrer dans cette définition, c'est cette espèce d'évolution, de glissement, j'allais dire, de la position du public par rapport au musée. Position, et Agnès Parent l'a bien montré, la position qui est difficile à définir parce qu'elle est évolutive et que je pense, enfin moi j'ai le sentiment comme présidente d'un groupe international que la France est probablement un petit peu en deçà de toute une série d'autres pays sur la question j'allais dire, de paternalisme du musée, si je puis dire. C'est-à-dire le fait que tout à coup, c'est le musée qui décide et les gens sont du public, comme on est public dans un théâtre, c'est-à-dire qu'on est assis et qu'on regarde quelque chose qui vous est offert de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je trouve que le terme d'inclusif est intéressant et que peut-être ça permettrait de ne pas aller jusqu'au terme de communauté. Parce que d'une certaine manière, en disant que le musée est inclusif, on dit beaucoup plus que de dire que le musée est accessible, parce que accessible une fois pour toutes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte et des gens qui rentrent. Donc il y a un côté actif-passif qui est très clair, alors que la notion d'inclusif est oui, c'est ça, plus clair de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est la chose importante, c'est la différence entre inclusif et accessible. Pour moi, il y a une vraie nuance dans la question, mais je rebondis complètement sur ce que disait Agnès Parent de nouveau, sur le fait qu'on a cette fameuse question de la responsabilité du musée final à l'intérieur de cette possibilité d'inclusion du public, et que c'est là que se passe cette espèce d'équilibre qui est un équilibre très délicat et qui du coup est difficile j'allais dire, à figer dans des mots, mais je trouve que le terme inclusif est intéressant parce que inclusif ne veut pas dire que le public, puisqu'on l'appelle comme ça, ou le groupe social a le mot final et que ça le laisse, me semble-t-il, à l'institution. Merci Marie Clarté de ce que tu viens de dire, qui est vraiment quelque chose d'important. En même temps, on est à une étape de l'élaboration qui rend compliqué l'exercice d'aujourd'hui, mais le fait d'introduire des notions nouvelles, comme cette notion de groupe social, puisque en fait, les questionnements précédents, les consultations précédentes laissaient assez ouvertes les possibilités d'introduire des mots nouveaux, alors que la règle qui a été fixée dans cette consultation-là est qu'on n'introduit pas de mots nouveaux. On peut éventuellement, je le dis pour ceux qui seraient encore tentés de répondre au questionnaire d'ici le 28 ou dans les pays dans lesquels le questionnaire est encore ouvert, il peut être ouvert plus longtemps. Hein. Nous, on la clôture là, il y en a peut-être qui l'ouvrent plus longtemps. On peut en fait utiliser des
des mots d'une définition pour la remettre dans une autre qu'on trouve plus adaptée ou plus appropriée, mais on considère, et ça a été toute la méthodologie de ce travail sur la définition, que tous les mots ont d'ores et déjà été exposés, exprimés, et que l'heure n'est plus à en rajouter. Or, comme ce mot de groupe social n'avait pas l'air d'être sorti, enfin bon, peut-être que là-dessus, Bruno nous éclairera tout à l'heure, mais si Bruno on est d'accord, je passerai quelques... pas comme ça, que chacun puisse un peu s'exprimer pour qu'on ait une idée de vos questions. À moins que Bruno, tu veuilles répondre tout de suite, mais je trouve que l'idée de passer la parole à Alfredo Vega maintenant, c'est pas mal aussi. Bruno, je te vois plus, mais tu dois pas être loin. D'accord. Bon, je passe la parole à Alfredo. D'accord. Merci beaucoup, Juliette. Et oui, en fait, je pense que tout le monde ici, dans ce processus très intéressant, et nous sommes lucides de la difficulté de donner des définitions à la fois ouvertes, à la fois qu'ils se voient, comme on a dit déjà, évolutives. Et j'étais exactement dans la même direction de la participation de Mariniel à propos de la communauté. Je voudrais faire un petit apport depuis aussi ma culture de l'Amérique latine, notamment du Mexique, et pour la question des communautés. Et en fait, c'est vrai qu'ici en France, le terme, il est bien connoté. Il a une particularité, évidemment, aussi, et une charge politique. Et tandis qu'au Mexique, avec toute la création de l'Institut national d'anthropologie et histoire, et avec l'histoire de la conservation, restauration et de toutes les structures patrimoniales au Mexique, et là-bas, il y a toute une portée plutôt ethnologique et anthropologique différentes qui désignent en une grande partie aussi les communautés originaires, ou comme on dit aujourd'hui, les peuples originaires. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des connotations différentes. Donc, pour avoir un consensus, je pense que c'est trop difficile. Et c'est vrai qu'il ne faut pas inventer des mots. Il faut aller, il me semble, et comme on l'a fait déjà, des choses plus consensuelles. Mais je pense qu'en même temps, il faut, et c'est pour ça que je sais que c'était dans la même direction de la participation précédente, et il faut, il me semble aussi, essayer de définir ou peut-être d'inclure aussi l'action des groupes sociaux. C'est-à-dire que tous les groupes sociaux, ils peuvent être communautés, mais pas toutes les communautés, ils ne peuvent pas être groupes sociaux. Donc, dans cette nuance, cette différence, je pense qu'il y a une chose importante. Et il faudrait réfléchir dans ce sens-là. Je ne veux pas donner une chose, évidemment pas dans mon mesure, juste pour faire la réflexion que c'est vrai qu'en espagnol et dans une partie de l'Amérique latine, le terme communauté, il y a une connotation vraiment intéressante et culturelle. Et dans ce sens-là, il faudrait penser dans quelque chose qu'il faut avoir la traduction. D'autre part, je voudrais aussi vous proposer une petite réflexion à propos de la question de la diversité et de l'inclusion. Et je n'ai pas regardé qu'il y avait une grande place dans les définitions, les termes d'épistémologie et peut-être d'épistémologie en pluriel, et sans entrer, parce que ce n'est pas le cas non plus. Nous irons en contre de cet effort plus consensuel, pour ne pas dire universel, mais consensuel au moins, de pouvoir aller dans des définitions ouvertes et en même temps respectueuses, et pas entrer dans la question d'épistémologie du Sud, qu'ils sont aussi bien connotés. Mais à mon avis, il faudrait peut-être aussi inclure ou faire allusion à cette inclusion, comme disait tout à l'heure Marie-Claire, cette inclusivité qui est comprise aussi à partir des épistémologies plurielles, des épistémologies différentes, qu'ils sont des géographies différentes, mais qu'ils sont aussi des portées culturelles différentes. Et même la définition depuis une épistémologie plurielle, ça sera la première responsabilité pour ouvrir précisément cette vision beaucoup plus ouverte.
Donc, c'était un petit peu dans le sens de cette réflexion que je voulais donner cette apport. Et je vous remercie. Merci, Alfredo. Je vais passer la parole maintenant à Michel Rivet. Cher Michel, d'ICOM Canada. Bonjour. Bonjour. Je dois dire que je suis absolument ravie d'être présente à cette importante réunion. Merci Juliette, merci comme France pour son dynamisme. Vraiment, vous jouez un rôle de leader absolument magnifique. Je pense que ça doit absolument être signalé. Moi, je suis avec ICOM Canada. Je suis membre exécutif du conseil d'administration d'ICOM Canada. Je veux tout simplement noter très, très rapidement que bien que nous sommes dans cet univers anglophone, la moitié des membres d'ICOM Canada sont du milieu francophone. Alors, je serai très, très, très brève, aussi pour féliciter évidemment Bruno et toute l'équipe. Vous faites un travail absolument magnifique et on a tellement tous hâte d'être à Prague pour finalement mettre le point final sur la définition. Je pense que ce sera un très grand moment qui se devra d'être très bien souligné. Très, très rapidement, pour nous au Canada, ce qui est absolument important, c'est que ce soit permanent, c'est que ce soit sans but lucratif, et les expressions diversité et inclusion doivent nécessairement se retrouver dans la définition. Pour le reste, je ne reprendrai pas ce que mes collègues ont dit, peut-être beaucoup plus brillamment que je pourrais le dire. Je voudrais tout simplement, peut-être, comme dernier petit commentaire, et au niveau des traductions, quand on parle de la proposition 5, et que l'on parle to create enjoyable and educational experiences, je ne suis pas certaine que ça se traduise par émotion, parce que finalement, nous, quand on a regardé les textes à ICOM Canada, on était un peu, comment dirais-je, on n'a pas endossé, chère Juliette, je le dis avec toute déférence, bien sûr, pour vous et pour ICOM France, on n'a pas endossé ce concept, cette notion d'émotion, parce qu'on la trouvait beaucoup trop subjective et peut-être un peu compliqué à comprendre ou à bien définir pour qu'on se retrouve vraiment dans la même foulée. Et je me demande si create enjoyable and educational experiences, enjoyable, est-ce que c'est émotion? Je ne suis pas certaine, mais évidemment, je laisse le soin au comité d'en décider. Alors, c'était tout simplement ça mes commentaires, surtout pour dire merci. Au Canada, nous sommes... Écoutez, quand nous nous rencontrons, nous parlons toujours de définition de musée. C'est devenu pour nous, c'est devenu presque obsessif. Alors, merci encore, Juliette, de nous permettre d'être à cette importante réunion. Merci, Juliette. Merci Michel d'être là. Hein. Tous ces mots sont extrêmement gentils. Moi, je voudrais de mon côté souligner vraiment la qualité des échanges que nous avons entre la France et le Canada et avec la communauté francophone. Hein, d'une façon générale, je crois qu'il y a une vraie unité. Mais je retourne à Michel le compliment très, très, très agréable que j'entends. Je passe maintenant peut-être la parole à Rachel Doucet, Rachel d'ICOM Haïti. C'est très, très important de vous écouter aussi, Rachel, parce que je pense que vous avez peut-être une sensibilité un peu différente sur un certain nombre de mots. Puis ensuite, j'ai vu que Chédia et Daniel Schmidt demandaient la parole. Bien sûr, je vais leur passer. Puis on arrêtera là pour un premier tour en refaisant un petit débriefing, si tu veux bien, Bruno, et toi aussi, Laurane. Et puis on reprendra des questions si vous le souhaitez. Rachel, à vous. Oui, bonjour. Merci, Juliette. Et je voudrais d'abord commencer par remercier le comité ICOM France d'avoir pris cette initiative et l'initiative précédente, unir tous les comités francophones d'ICOM Haïti, pardon, d'ICOM en général, et pour donner leur opinion sur cette question cruciale pour nous tous. Et aussi, en deuxième lieu, remercier le comité ICOM DIFAG pour sa rigueur, je dirais, en premier lieu, et aussi son dévouement pour piloter ce processus de sondage qui s'étale depuis déjà plusieurs mois. Alors, félicitations, merci. Et pour ICOM Haïti, nous n'en sommes pas encore à la phase finale. Nous avons encore une réunion la semaine prochaine. Nous essayons d'être aussi participatifs et inclusifs que possible avec tous les membres pour qu'ils puissent s'exprimer.
Mais d'ores et déjà, à partir des premiers sondages que nous avons effectués, nous pouvons dire que nous autres, et nous sommes sensibles effectivement à la question d'inclusivité. Et pour nous, c'est un terme qui a sa place dans la nouvelle définition. De même que la question, le terme communauté, nous sommes conscients que selon les cultures et les expériences politiques, ce mot peut avoir des connotations différentes, mais nous n'aurions pas d'objection à ce que ce mot apparaisse dans la définition. Par contre, nous sommes curieux de savoir, nous étions préoccupés par la question d'éthique, surtout en ce qui a trait à la question, nous sommes quand même un pays colonial, enfin post-colonial, pour employer la terminologie en cours, mais au niveau de l'acquisition des collections, nous avons été par le passé spoliés et nous ne sommes pas les seuls. Donc, nous étions vraiment soucieux que la notion d'éthique, pas seulement les pratiques courantes, mais surtout et en particulier la question d'acquisition et de formation des collections. Alors, je voudrais... nous nous retrouvons un peu quand on parle de fonctionnement d'une manière professionnelle et éthique, pratiques éthiques durables, etc. Mais est-ce que d'après vous, est-ce que vous avez eu, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez eu des discussions au niveau des comités francophones sur ces points d'éthique? Est-ce que ça inclut aussi cette question, cette problématique d'acquisition des collections coloniales et la question de restitution des collections? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous sommes aussi curieux sur la question de but non lucratif. Nous avons vu que ça a été retenu dans les 5 propositions. Nous comprenons le principe, mais d'un autre côté aussi, dans beaucoup de pays qui ont des ressources limitées, est-ce que la question a été posée, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen comme, enfin, il y a la question de survie qui se pose et la question de ressources financières qui se pose. Donc, j'aimerais, au nom du comité haïtien, de savoir un peu si cette question a fait débat chez vous, si cette question a été comprise de manière différente à votre niveau. Merci, je ne veux pas rester plus longtemps. Merci. Merci Rachel, on va sûrement répondre à toutes vos questions. Sur le mot éthique, je dois dire que dans les commentaires que j'ai dans le questionnaire français, donc encore une fois prudemment parce que c'est à ce stade, il y avait une interrogation aussi sur ce mot-là. Chélia, c'est à toi de prendre la parole. Peut-être tu veux répondre en partie à ce que vient de dire Rachel, sinon je suppose que Bruno le fera. Chélia, puis Daniel, et puis on fera une petite synthèse de ce qu'on vient de se dire et on repartira sur un autre jeu de questions si vous le souhaitez. Chélia. Oui. Bonsoir, merci Juliette. Tout d'abord, juste une petite parenthèse pour répondre à Rachel. Il y a un projet qui est en train d'être fait de la révision du code de déontologie et cette histoire de ce problème, ce sujet de la restitution et des acquisitions est en train d'être révisé. Et si vous voulez faire partie des personnes, enfin tous les membres de l'ICOM, il y a sur l'espace membre, il y a un formulaire actuellement qui circule sur la révision du code de déontologie. Et demain, moi, j'organise un webinaire avec les pays francophones sur le code de déontologie. Si vous pouvez m'envoyer quelque part votre email, je pourrai vous inclure et vous donner le lien pour demain. Voilà. Alors, pour revenir à notre définition, tout d'abord, moi, ce dont je suis très satisfaite, c'est que dans toutes les définitions qui ont été proposées, nous ne sommes pas très loin de la définition de 2007, ce qui prouve que là aussi, ce sont les véritables professionnels de musée qui ont décidé et qui ont fait leur choix. Alors, en ce qui concerne le terme inclusif, moi, cela ne me pose aucun problème. Le terme communauté, et ça, nous en avons longuement parlé, moi, je trouve qu'il n'a, à mon sens, et peut-être en dehors de France, certainement, il n'a pas un sens ni politique ni religieux, pas uniquement. On ne peut pas considérer que le mot communauté a seulement un sens religieux ou un sens politique. Moi, j'ai travaillé énormément avec les pays africains et dans les pays africains,
on ne parle que de communauté. La communauté, c'est tout ce qui nous réunit, c'est beaucoup plus un terme qui se rapporte à l'ethnologie, à l'anthropologie, à tout ce qui peut rassembler un ensemble de personnes. En plus, actuellement, en Europe essentiellement, il y a beaucoup de communautés qui sont externes à l'Europe et avec lesquelles on doit compter, avec lesquelles elles doivent être représentées au sein des musées, elles doivent être incluses dans les activités de musée. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, moi j'en ai vu plusieurs essentiellement en Allemagne, qui sont des activités qui ont permis de rapprocher des communautés extra-européennes dans des quartiers qui étaient des quartiers assez chauds où les communautés ne pouvaient pas s'entendre et ne pouvaient pas cohabiter. Et le musée a permis d'amener cette petite communauté qui existait dans une grande ville et a permis de mieux connaître les personnes et de beaucoup plus, par la suite, essayer de vivre un vivre ensemble qui n'a absolument rien à voir avec la politique ni la religion. Donc pour moi, le problème de communauté n'a absolument rien à voir avec la religion. Cela peut être politique, certes, mais pas du tout uniquement religieux. L'autre terme sur lequel nous avons beaucoup polémiqué, c'est le terme de plaisir. Je sais qu'il y a des musées de mémoire où on y va pour voir certaines choses, peut-être certaines atrocités, mais nous ne pouvons pas faire une définition de musée en ne tenant compte que d'un type de musée en particulier. Nous essayons de faire une définition qu'on voudrait universelle, qu'on voudrait englober tous les types de musées avec toutes les spécialités. Et je trouve qu'on va au musée, comme on va au théâtre, comme on va dans un centre de loisirs, pour apprendre, certes, pour avoir des connaissances, mais également, c'est un plaisir. Et je pense particulièrement au public enfant. Les enfants vont au musée pour s'amuser, pour connaître des choses nouvelles, mais surtout, c'est un plaisir. Moi, je les vois quand ils arrivent au musée, ils ont des yeux grands ouverts pour apprendre, mais également, ils s'amusent. Et cette notion de plaisir, d'amusement, d'enjoyment, comme on dit en anglais, peut-être que ce n'est pas la bonne traduction, mais pour moi, elle doit être dans la définition du musée. Voilà. Merci Chédia, on a eu souvent ces discussions, donc elles reviennent. Le débat portait pas tant sur le fait, par exemple, que le mot de plaisir serait ne devrait, enfin, le problème avec le mot de plaisir ne concernerait que tel ou tel musée, etc. Le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de mots qui, dans un certain nombre de cultures, dans un certain nombre de lieux, prennent un sens particulier. C'est bien de le dire. On était là pour le dire, moi j'étais là pour le dire, d'autres pour... Voilà. Donc je pense que c'est important de le prendre en considération. Ça ne veut pas dire que ça s'impose. Ça veut dire qu'il faut le prendre en considération. Voilà. Moi, je suis très ouverte à tout ça. Quelqu'un propose divertissant. Alors, moi, j'aurais merci Marie-Pierre Mieric sur divertissant. Moi, j'aurais des réponses à apporter sur divertissant, mais on le fera à un autre moment. J'ai passé la parole à Daniel Schmitt et comme ça, je suis très contente de ce bout d'échange que nous avons parce que ça donne à vous tous comment dire, cette idée de l'ampleur des discussions qu'on a eues. On a vraiment discuté très profondément et on voit bien que la diversité linguistique a toute sa place à l'intérieur de l'ICOM et que même les langues d'une région du monde à l'autre, d'un pays à l'autre, les mêmes mots n'ont pas toujours exactement le même sens et on a cherché à composer pour obtenir quelque chose qui ne gênait personne finalement. C'est ça que nous avons essayé de faire, qui avait du sens pour tous, qui gênait personne. On ne va pas y arriver à 100%, on y arrivera à 90%, c'est déjà pas mal. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci en tous les cas pour ces échanges superbes. Alors, si je peux apporter juste un élément, donc en tant que chercheur qui travaille depuis près de 15 ans maintenant justement sur la
la dynamique de l'expérience des visiteurs, c'est-à-dire c'est vraiment qualifier qu'est-ce qu'une expérience visiteur au musée. Donc juste éclairer les mots de plaisir et d'émotion. L'expérience, c'est quelque chose qui... L'expérience visiteur, elle a de nombreuses dimensions. On l'a réduit aujourd'hui, quand je dis on l'a réduit, c'est avec beaucoup de richesse, hein, sensorielle, cognitive et émotionnelle. Alors pourquoi c'est important ce mot, à mon avis, émotionnel? C'est parce que le plaisir, c'est une résultante. Bien sûr qu'on va au musée pour éprouver quelque chose qui soit relativement de l'ordre du plaisir. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que parmi les centaines de personnes étudiées, entretenues, c'est que des émotions, la palette des émotions vécues au musée est extrêmement vaste. Et c'est important en fait de comprendre que c'est une dynamique émotionnelle qui crée le plaisir. Et on ne vient pas juste chercher du plaisir. J'en veux pour preuve, ne serait-ce que, par exemple, la notion de peur est très présente, et notamment chez les enfants qui vont au musée. À un moment ou à un autre, généralement, ils éprouvent quelque chose de l'ordre de la crainte, de la peur, et c'est nécessaire pour pouvoir construire des émotions qui, par ailleurs, sont positives. Donc, pour moi, le plaisir seul est quelque chose, c'est un peu comme la délectation en plus contemporain, mais quelque part, ça a quelque chose de, non pas désuet, mais d'intentionnel. Fondamentalement, l'expérience se vit à travers une palette d'émotions dont aujourd'hui, j'insiste là-dessus, on en vient à penser que dans de nombreux cas, l'émotion est première par rapport à la notion, par exemple, d'éducation et d'information. Alors, ça ne doit pas vous faire hurler, mais pour vous le dire rapidement, c'est-à-dire que il peut arriver qu'en fait, ce soit une émotion forte, ce qui ne veut pas dire forcément du plaisir qui soit première, et qu'ensuite, elle soit rationalisée a posteriori par les personnes au motif qu'effectivement, eh bien, ils adorent telle couleur ou telle chose, mais c'est une rationalisation qui relève de l'ordre de l'éducation et non pas l'inverse. Donc, je pense que c'est, au contraire, moi, je salue une avancée importante de rester non pas sur la notion de juste de plaisir, mais le plaisir comme résultante passe par une palette d'émotions. Et encore une fois, dans les lieux mémoriels, on ne peut pas parler de plaisir, mais il n'y a pas que les lieux mémoriels. Hein. Je veux dire, quasiment tous les musées, à un moment ou à un autre, on éprouve des choses qui sont de l'ordre du dégoût, qui permet d'ailleurs de mieux apprécier ce que l'on va percevoir par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, pour ces commentaires. Alors, je vais passer la parole à Bruno, mais peut-être je vais le décharger d'une part délicate, c'est que on s'est peut-être mal expliqué, mais à ce stade, on ajoute tout le mot. Bruno, tu me confirmes que ce que je suis en train de dire, après tout, c'est pas moi qui fixe les règles du jeu, mais en revanche, vous pouvez encore répondre au questionnaire, on va vous le remettre en ligne naturellement et aller puiser dans le vocabulaire des 5 définitions pour enrichir celle qui vous plaît le plus dans celle que vous choisirez. On voit bien, je vais laisser Bruno commenter, mais on voit bien que c'est sans fin. On a envie sans fin de retravailler sur le sens de certains mots, parce qu'on voit bien qu'on peut dire, ben oui, mais ce mot-là, il a du sens ici, etc. On peut dire tout ça, mais on voit bien qu'il y a des choses fortes qui continuent à se dire et que moi, je crois relativement importante à, en tout cas, avoir échangé entre nous, en tout cas, avoir fait remonter et que vous sachiez, chers amis francophones, que si vous ne les trouvez pas dans la définition, c'est pas parce qu'on ne vous aura pas écouté, c'est parce qu'il y a eu 3 ans de travail et qu'on arrive à une stade on arrive au stade de fin. Alors, je vois Marie-Pierre d'émotion, oui, c'était pas mal. Enfin, il y avait des tas de choses qu'on pouvait ajouter à ce moment-là. Maintenant, il va falloir qu'on trouve quand même quelque chose qui nous convient. Oui, je crois que ça va être encore assez difficile. Bruno, je te passe la parole. Puis au fond, on a encore un petit peu de temps s'il y a quelques questions qui viennent derrière. Et on verra ce qu'on peut encore faire à ce stade. Je vois que peut-être Chedlia veut aussi ajouter un commentaire. Mais de toute manière, je ne sais pas si c'est en réponse à Daniel. Oui, Chedlia? Non? Oui. Oui. Je voulais juste dire que nous nous sommes rattachés aux mots et aux concepts clés qui nous ont été proposés. Donc, le mot émotion n'a pas été
proposé d'une manière aussi importante que d'autres mots. Voilà. Donc, il faut toujours avoir en tête que nous nous sommes rattachés et que nous avons respecté les mots qui ont été proposés au pourcentage le plus élevé. C'est juste ça. Ça c'est vrai. J'assume, mais comme c'est moi qui ai ramené ce mot sur le devant de la scène, j'en expliquerai les raisons si vous le souhaitez, mais ça n'a peut-être pas d'intérêt. À toi, Bruno. Oui, je pense qu'il y a deux choses à considérer. D'abord, je veux remercier à tous les commentaires parce que les commentaires ont été très riches. J'ai fait beaucoup de notes et je sais qu'on va considérer tout ça dans notre prochaine discussion. Mais je pense qu'il y a aussi deux choses à considérer. Tout d'abord, comme disait Chedlia, on va toujours prioriser les mots qui ont été les plus fréquents dans notre donnée. Donc, bien sûr qu'on va considérer, et c'est pour ça que ces 5 définitions ont des mots qui sont ont des mots communs, parce qu'en raison de données qu'on a reçues. Mais dans un autre aspect de notre travail, il y a bien sûr la question des traductions. Et ça, c'est encore un travail en cours. Parce que s'il y a un mot qui est très, très fort dans le donné, mais qui ne fait pas de son dans le contexte francophone, par exemple, on doit considérer les possibles adaptations et problèmes. Et c'est le cas pour la difficulté de traduire enjoyable. Et ça, c'est un problème qui a nous touché pendant tous les processus, pas simplement en français, mais enjoyable, il a des sons en anglais, mais il n'a pas les mêmes sons dans d'autres langues. Même en espagnol ou en portugais, on a des problèmes avec ces mots. Donc, pour cette raison, on a beaucoup discuté les différentes possibilités de traduction dans notre groupe. Et bien sûr, il y a des propositions différentes. C'est pour ça qu'il y a des définitions qui vont utiliser plaisir, il y a des définitions qui vont utiliser divertissement et il y a des propositions qui vont adopter émotion. Particulièrement, je pense que les commentaires de Daniel est très important et il va en encontre avec ce qu'on a discuté pour proposer émotion dans quelques propositions et je pense que c'est quelque chose qu'on va considérer dans les prochaines étapes. Mais de toute manière, ça veut dire que les termes qui sont là, ils peuvent être réévalués, mais ça dépend des commentaires que les comités vont nous proposer dans la consultation 4. C'est pour ça qu'on espère beaucoup la participation et les commentaires qualitatifs dans ces formulaires, pas simplement les classements de définition, mais tout à fait les commentaires qui peuvent nous clarifier des choses qui sont encore des problèmes, parce qu'on a des problèmes. On ne sait pas vraiment les meilleures traductions de enjoyable pour les autres langues. Ça, c'est quelque chose et c'est pour ça encore qu'il y a des définitions. Au moyen, il y a une proposition qui n'a pas ajouté ces mots et même n'a pas l'adapté. Parce que peut-être, si c'est un mot qui n'a pas une bonne traduction, peut-être on ne doit pas l'utiliser. Donc, ce sont des choses qu'on considère et c'est pour ça qu'on a 5 interprétations différentes des données et ils ont des variations. Donc, je pense que c'est ça que je peux dire maintenant, mais je voudrais vraiment vous demander de s'engager dans les différents comités. Je voudrais aussi écouter d'autres perspectives des comités francophones. On a écouté des perspectives d'Amérique latine, c'était très intéressant, mais on n'a pas écouté, je pense, des perspectives d'Afrique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, oui, Chedlia est là, mais je ne sais pas s'il y a d'autres comités africains qui peuvent peut-être exprimer leur opinion. J'ai bien aimé d'écouter dans les cas de l'Amérique la perspective d'Haïti. Il y a bien sûr des commentaires très importants sur l'idée des communautés, l'idée d'éthique et l'idée d'émotion. J'ai noté tout ça. Mais de toute manière, ça c'est un moment intéressant pour nous de vous écouter. Mais les plus importants dans ces processus, c'est de manifester votre opinion dans les comités. Dans les comités, soit les comités nationaux ou les comités internationaux, parce que c'est par les comités que les opinions vont être ajoutées dans les réponses que nous avons considérées dans les prochaines étapes. Je ne sais pas, Juliette, s'il y a d'autres, peut-être si vous avez, je sais nous sommes dans la fin de notre temps, mais si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, non, mais
on fera une conclusion, on peut rester 5 minutes de plus, mais tu as fait un appel au comité, aux membres africains. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je ne vois pas de main se lever et je ne connais pas forcément tout le monde, surtout que souvent ce sont des noms un peu tronqués. Est-ce qu'on a une prise de parole d'un comité africain qui pourrait s'exprimer maintenant ou... Enfin, ce n'est pas une obligation non plus, c'est... Ah oui, alors j'ai vu une main se lever, je ne la vois plus. Si. Oui. Madame Bakosi, vous voulez vous exprimer, oui, Madagascar, oui, je veux bien. Oui, oui, merci beaucoup. En fait, j'ai fait mes commentaires par écrit tout à l'heure et en fait, nous sommes un peu en retard par rapport à vous parce que nous n'avons pas été bien informés en ce qui concerne cette consultation sur la définition des musées. Nous sommes un peu en retard et c'est pourquoi j'avais posé la question tout à l'heure, est-ce que comme M. Bruno l'a dit tout à l'heure, Bruno Suarez, les pays africains francophones ont probablement composé un petit groupe, j'espère, de réflexion. Est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que ces résultats ont été partagés donc, au niveau des pays africains et est-ce qu'il y a eu du retour? On ne sait pas. Alors, c'est ça, moi, j'aimerais savoir pour que nous puissions nous positionner parce qu'en principe, nous, durant la première semaine du mois d'avril, le comité malgache va se réunir justement pour voir ces 5 propositions. Mais nous voudrons nous positionner, qu'est-ce que la communauté africaine francophone pense de ces 5 propositions. On veut pas être justement à part ou exclusif, n'est-ce pas? On voudrait que nous soyons de commun accord, en harmonie avec les pays africains. Alors, c'est ça ma question. Qui a été chargé donc de regrouper ces pays africains? Est-ce que c'est Georges Abongou? Je ne sais pas qui. Est-ce qu'il y a une structure? Voilà ma question. Mais en tout cas, en fait, nous, quand on a fait la première consultation, hein, nous étions à même position. Nous avons mis 2 en première position et 5 en deuxième position. Ce qui fait que les mots, les concepts, le sens de ces définitions concordent avec notre pensée, notre culture, notre conception de ce que c'est qu'un musée. Donc, nous ne sommes pas loin de ce que vous avez proposé tout à l'heure. Je parle comme France, peut-être parce que nous avons plus de la culture française par notre comment dirais-je, notre passé, mais nous sommes prêts en première position, numéro 2, et en deuxième position, le numéro 5. Voilà. Voilà, merci. Et merci beaucoup pour cette invitation. Et désormais, nous sommes avec vous pour continuer. Merci. Merci beaucoup de ces mots d'encouragement. Célia, je vais te laisser répondre sur les points qui évidemment te concernent. Moi, ce que je veux rajouter, mais Bruno le dirait mieux que moi encore, c'est qu'au fond, chaque comité était assez libre d'organiser sa consultation comme il le souhaitait, et les regroupements de comités par région aussi. Donc, je n'ai pas, comme je le disais dans le chat, je n'ai pas cette réponse-là, peut-être que Chélia l'a, mais en tout cas, les comités d'Afrique ont été invités à se joindre aujourd'hui. Nous avons adressé cette invitation. Alors, quelquefois, il y a des invitations qui n'arrivent pas. On sait bien qu'il y a des problèmes d'Internet, c'est ce que je disais au début de cette réunion. J'espère que ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas plus, que l'Afrique n'est pas mieux représentée à cette réunion aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Chélia, je te laisse répondre. Oui, en fait, nous avons fait une réunion avec les pays francophones
Et j'avais demandé à l'ICOM de me donner le mail de la présidente ou du président de ICOM Madagascar, et on m'avait dit que le comité était n'était pas encore constitué et donc je n'avais pas un vis-à-vis. Voilà. Je suis désolée parce que là aussi, demain, mercredi, je fais un webinaire sur le code de déontologie et je serai vraiment heureuse que vous y soyez. Donc, si vous pouvez m'envoyer votre email quelque part pour que je puisse vous inclure dorénavant. Nous avons fait un webinaire avec les pays francophones sur la définition. Il n'y avait pas beaucoup, malheureusement, mais il y avait le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. J'aurais bien voulu qu'il y ait Madagascar. Je pense que Madame Bako a mis son mail dans le chat chez Lia. Okay. Mais je le note et je te le renvoie si tu veux. Oui, s'il te plaît. Hein, si tu le trouves pas, je te le renverrai. Voilà, écoutez, Bruno, on a un petit peu dépassé notre horaire. Je crois que c'est peut-être ce qu'on peut dire maintenant pour conclure, à moins qu'il y ait d'autres questions, naturellement. Vous êtes tout à fait... N'hésitez pas à les poser, même si on a un peu dépassé le temps. Ce qui est important, peut-être, c'est de bien indiquer quelles sont les étapes à venir. Alors, tu l'as très bien dit dans ton exposé. Il y a cette présentation consultative du 5 mai. Est-ce que pour ceux qui se sont connectés en cours de route, tu pourrais éventuellement redonner en 1 minute, Bruno, le calendrier et surtout peut-être indiquer si ça peut se faire avant notre prochaine réunion, si tu veux, indiquer ce que l'on peut faire des remarques qui ont été faites aujourd'hui. Oui, bien sûr, Juliette, c'est très important. Et tout, pour répondre à Madame Bako, c'est important de savoir, de vous rappeler que tous les membres, que tous les présidents et secrétaires des comités ont reçu un mail avec les liens pour les formulaires. Donc, les réponses, elles sont individuelles. Bien sûr que si vous voulez faire des discussions entre les comités, c'est très bienvenu, mais chaque comité doit répondre aux formulaires. Si vous avez reçu les mails, si vous n'avez pas reçu les mails, vous pouvez nous contacter pour essayer de renvoyer ce mail directement au président. Ça, c'est une question. Sur les calendriers, c'est très important de savoir que ce processus des consultations 4 va jusqu'à le 10 avril. Et après ça, on va voir un mois 25 jours pour vraiment considérer toutes les opinions, tous les commentaires et toutes les suggestions dans ces propositions. Et bien sûr aussi pour vous présenter dans les 5 mai les 2 ou 3 plus bien évalués entre les propositions qui sont présentées là. Donc, marque aussi dans vos calendriers que les 5 mai, pour tous les présidents, on va voir une réunion extraordinaire du Conseil consultatif de l'ICOM pour discuter et après ça, pour voter dans la mieux proposition. Donc, je pense que c'est ça. Et après ça, on va présenter la mieux votée proposition au bureau de l'ICOM pour être votée finalement à Prague. J'espère que je n'ai pas oublié des choses. Laurent, vous pouvez me help me if I forgot something. C'est très précis, merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter là. Nous avons beaucoup discuté, sauf s'il reste des petites questions rentrées, des questions de dernière minute. N'hésitez pas. Est-ce que parmi ceux qui sont à l'écran là, il y en a qui ont besoin qu'on leur renvoie les 5 définitions? Est-ce que vous avez... c'est à vos comités de le faire, mais enfin, si ça peut vous être utile, on le fera. Dites-nous s'il y a pour chacun d'entre vous quelque chose d'utile qu'on peut encore faire. Bon, tout le monde est fatigué. On a bien discuté, pas d'arrière-pensée, pas de regret. Ah, pardon, Hélène, lève la main. Hélène de Suisse. Non, c'était juste pour dire bravo d'avoir organisé la séance.
Et puis voilà, comme je l'ai mis dans le chat, ICOM Suisse, ben nous, on a une préférence, en tout cas au niveau du comité, pour la proposition numéro 2, avec quelques amendements pris dans d'autres mots, d'autres définitions. Ma collègue Céline Heidenbenz, qui a passé beaucoup de temps à étudier et comparer les différentes propositions, vient de vous la mettre dans le chat pour information. Voilà, merci. Je vois, merci. Merci. Donc, nous, c'est un petit peu tôt encore puisque notre consultation est encore ouverte, mais je vous ai donné quelques éléments de ces résultats. Ben voilà, je crois que on se quitte maintenant. On se retrouvera, j'espère, à Prague, nombreux les uns et les autres. Peut-être qu'on aura d'autres occasions de faire des réunions francophones. Je ne mesure pas encore s'il y en aura besoin autour de la définition du musée. Si c'était nécessaire, on le ferait vraiment avec toujours un plaisir renouvelé de s'écouter les uns les autres, de mieux se connaître les uns les autres et de partager nos points de vue et nos avis qui ne sont pas tous les mêmes, mais je crois qu'à chaque fois qu'on échange, on progresse. Voilà. Au revoir à tous.